Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour, ravi d'être là. Aujourd'hui, on laisse un peu de côté les supercars italiennes capricieuses. Ouais, on oublie les gros V8 américains aussi, hein. Voilà, ceux qui glougloutent bruyamment, c'est pas pour aujourd'hui. Pour cette analyse, on s'attaque à un véritable monument. Un monument de l'automobile du quotidien, exactement. Un bloc mécanique tellement omniprésent qu'il est statistiquement garé à quelques mètres de chaque coin de rue en Europe. C'est sûr, il y en a partout. On parle de cette mécanique qui sent bon le gasoil froid au petit matin, tu vois le genre. Cette ingénierie qui se dompte avec une bonne vieille clé de 13. La fameuse clé de 13. Aujourd'hui, on va décortiquer le fameux moteur Renault 1,5 litre DCI. Connu en interne sous le nom de code K9K. Notre mission pour ce décryptage, c'est de percer à jour un paradoxe absolu. Et quel paradoxe? Comment ce petit bloc moteur, conçu presque dans l'urgence au début des années 2000, a-t-il pu motoriser une bonne partie de la planète? On parle de plus de 15 millions d'exemplaires produits quand même. 15 millions, tout entraînant une réputation complètement bipolaire, quoi. Totalement, c'est le grand écart. Pour certains, c'est le compagnon increvable qui traverse les décennies, Et pour d'autres, c'est le gouffre financier. mais grave, La mécanique qui te fait découvrir les joies du plateau de remorquage sur le bord de l'autoroute. c'est un dossier d'une richesse technique fascinante en fait. Le moteur K9K n'est pas qu'un simple bout de métal. Non, c'est clair. C'est un cas d'école parfait pour analyser l'évolution de l'ingénierie mécanique face à un mur de contraintes. Des contraintes écologiques surtout, hein. Écologique, oui, avec l'arrivée de normes drastiques, mais aussi une pression économique permanente pour réduire les coûts. L'histoire du 1,5 litre DCI, c'est celle d'une transition technologique majeure encapsulée dans un encombrement minimal. Bon, pour bien saisir les enjeux, il faut faire un saut dans le temps. On se replace dans le contexte de 2001. Une autre époque. Pour situer un peu notre auditoire, 2001, c'est l'ère des téléphones portables indestructibles à touche physique Les fameux Nokia. et les balbutiements d'Internet à la maison. Mais sous le capot des voitures, la révolution est en marche, hein. Complètement. L'époque des vieux diesels atmosphériques touche à sa fin. Ceux avec leur bruit caractéristique de tracteurs agricoles, hein. Voilà, et surtout leur performance anémique. Les automobilistes ont de nouvelles exigences. Il faut de la vraie reprise pour doubler en sécurité. Une insonorisation digne de ce nom. Et surtout, face au prix du baril de pétrole qui s'envole, il faut impérativement passer sous la barre psychologique des 5 litres au 100 km. Et la pression ne venait pas seulement des consommateurs. Renault, comme tous les autres constructeurs, se trouvait face au mur des normes anti-pollution Euro 3. Il fallait réagir vite. D'urgence même. Il fallait remplacer le vieux bloc 1,9 litre DTI. Ce moteur de l'ancienne génération était devenu beaucoup trop encombrant. Trop gros pour les nouvelles voitures, quoi. Exactement. Ces vibrations étaient difficiles à filtrer et il était techniquement inadapté pour se glisser sous les capots plongeants des nouvelles citadines comme la Clio 2. Donc Renault jouait vraiment gros sur ce coup-là. Le cahier des charges exigeait un moteur compact, léger, capable de performances décentes et surtout extrêmement rentable à produire à grande échelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour relever ce défi d'avant-garde, le choix d'ingénierie s'est porté sur une base que beaucoup considéraient déjà comme archaïque. Le bloc cylindre en fonte. La fonte. En 2001, la mode est à la chasse au poids. L'industrie ne jure plus que par les alliages légers. L'aluminium, le magnésium. L'aluminium, voilà. La fonte, pour beaucoup d'observateurs à ce moment-là, c'est lourd, c'est rugueux, ça fait presque penser au 19e siècle. Pourquoi diable choisir un matériau aussi basique pour un moteur censé représenter l'avenir? Ce qui est fascinant ici, c'est que le choix de la fonte est en réalité un coup de maître sur le plan de la durabilité thermique. Ah ouais? Oui. La fonte GS possède des caractéristiques de rigidité structurelle et une inertie thermique que l'aluminium peine à égaler, à moins d'utiliser des traitements de surface très complexes et coûteux. Donc c'est une histoire de costaud face à la chaleur. Exactement. Dans un moteur diesel moderne, les pressions de combustion sont gigantesques. La fonte encaisse ces cycles de chauffe et de refroidissement répétés sans bouger. D'où le côté increvable du bloc de base. C'est la raison mécanique précise pour laquelle il est courant d'ouvrir un bloc K9, calé 400 000 km, et de constater que la géométrie des cylindres est parfaite. Pas de déformation. La culasse ne vrille pas? Rien ne bouge. De plus, Renault a fait un autre choix à contre-courant pour la distribution. Lequel? Conserver un simple arbre à cam en tête actionnant seulement 8 soupapes, alors que toute la concurrence passait aux culasses à 16 soupapes. Attends, rester sur 8 soupapes sur un moteur censé sauver le segment diesel. Ça paraissait osé, oui.
Ça paraissait presque timide sur les fiches techniques face aux concurrents qui arboraient fièrement leurs badges 16V sur le coffre. Sur le papier peut-être, mais sur la route, la logique est implacable. Une culasse à 8 soupapes, avec des conduits d'admission plus étroits, favorise considérablement la vitesse des gaz à bas régime. Ce qui donne plus de patates au démarrage. Voilà, ça crée un effet de swirl, un tourbillonnement dans la chambre de combustion qui maximise le couple dès les premiers tours de roue. Sur un petit moteur d'1,5 litre, c'est vital. C'est ce qui garantit qu'une Mégane chargée pour les vacances ne cale pas bêtement lors d'un démarrage en côte avec la clim à fond. Exactement, bon, passer les 3500 tours par minute, l'architecture à 8 soupapes sature. Le moteur s'essouffle un peu. Oui, mais le K9K n'a pas été conçu pour faire des chronos sur circuit, il a été pensé pour le confort de conduite quotidien. Et ce confort repose sur la vraie rupture technologique de ce bloc. L'injection directe par rampe commune, le fameux Common Rail. Le Common Rail. C'est le cœur du réacteur de cette génération. On parle d'un système où le carburant est maintenu sous une pression qui dépasse l'entendement. Entre 1400 et 1600 bars sur ces premières générations. Pour mettre ça en perspective pour notre auditoire technique, 1600 bars, c'est la pression utilisée dans l'industrie pour découper de l'acier au jet d'eau. C'est titanesque. Et là, cette force est confinée dans une petite tuyauterie sous le capot d'une citadine. C'est fou. Et c'est cette pulvérisation extrême qui permet d'atomiser le gasoil en un brouillard si fin que la combustion devient optimale, propre et presque silencieuse. L'exploit d'intégration est indéniable. Donc on se retrouve avec un contraste saisissant, un bas moteur en fonte d'une rusticité absolue. Couplé à un système d'injection d'une sophistication extrême pour l'époque. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que c'est précisément la cohabitation de ces deux mondes qui va générer la double réputation de ce moteur. Le bloc principal est indestructible, mais les périphériques, eux, vont souffrir. C'est l'histoire d'un athlète avec des poumons d'acier, mais des chaussures en carton. On a un cœur solide, mais des périphériques qui agissent comme une grenade dégoupillée. Le scandale industriel majeur qui a entaché ce moteur, c'est le redoutable problème de la limaille de fer. Le fameux cancer du moteur. Raconte-nous ça. C'est la tache noire des premières années de production, concentrée sur les versions délivrant 65 et 80 chevaux. Ça venait d'où? D'une décision d'achat. Pour le système d'injection, Renault avait le choix entre plusieurs équipementiers. Au lieu de s'orienter vers Bosch, dont la fiabilité était déjà bien établie, le choix s'est porté sur la pompe développée par Delphi. Pour gratter quelques euros. L'objectif était de réduire le coût de revient, oui. Or, la conception interne de cette pompe Delphi présentait une faiblesse fatale au niveau de la métallurgie. Au niveau des frictions? L'anneau à calais interne et les galets subissaient des frictions immenses. Le traitement de surface de ces pièces n'était pas assez résistant. Et avec les carburants de l'époque, ça n'aidait pas. La lubrification était parfois limite. Résultat, la surface s'écaillait. La pompe finissait littéralement par s'auto-usiner de l'intérieur. Ces éclats de métal durcis se transformaient en une fine poussière brillante. La limaille de fer microscopique qui contaminait tout le circuit. Et comme le circuit fonctionne en boucle, la limaille partait de la pompe, traversait la rampe commune, détruisait les injecteurs ultrasensibles et retournait dans le réservoir pour recommencer un cycle. Bilan des courses, une panne totale. Et un devis de réparation vertigineux. Il fallait remplacer le réservoir, les canalisations, la pompe et les 4 injecteurs. Une facture de 3 000 € sur une voiture qui en valait parfois 4 000 à l'Argus. C'est tragique, mais cela soulève une question importante sur la conception globale d'un véhicule. Car si les choix économiques des constructeurs ont été désastreux, la politique d'entretien et les habitudes des conducteurs ont achevé de noircir le tableau. Tu parles de l'hérésie des 30 000 km? Exactement. Au début des années 2000, le marketing a pris le pas sur l'ingénierie, en imposant des intervalles de vidange poussés à 30 000 km. L'idée, c'était de vendre un coût d'usage très bas sur les plaquettes commerciales. Mécaniquement, c'était suicidaire. 30 000 km avec la même huile dans un petit moteur turbo-compressé soumis à de fortes charges thermiques. C'est demander l'impossible à la chimie des lubrifiants. Le film d'huile se dégrade, la viscosité s'effondre à cause de la dilution par le carburant, et les conséquences sont sans appel. Les fameuses casses de turbo. Le problème ne venait généralement pas de la turbine elle-même, mais du circuit de lubrification, sans parler de la mauvaise habitude des conducteurs. L'arrêt brutal sur les aires d'autoroute. Voilà. Une mécanique soumise à de fortes charges nécessite un temps de refroidissement. Couper le contact d'un moteur dont le turbo tourne encore à plus de 100 000 tours par minute stoppe net la pression d'huile. Et l'huile stagnante dans les paliers surchauffés bout sur place, elle cuit. Elle subit une coquéfaction immédiate. Elle se transforme en dépôts carbonés extrêmement durs qui agissent comme du papier de verre au prochain démarrage.
Et ce manque de lubrification a aussi causé l'autre maladie des K9K d'avant 2010, la fonte des coussinets de bielle. Un sous-dimensionnement combiné à un film d'huile trop fin entraînait une usure prématurée jusqu'au claquement métallique. Le fameux cloc-cloc. C'est ce qui nourrit encore aujourd'hui de longs débats. On entend souvent l'oncle nostalgique regarder un vieux moteur 1,9 litre D des années 90 et jurer que c'était réparable avec du fil de fer et que c'était supérieur. Le fameux mythe du « c'était mieux avant ». Pas de turbo, pas d'électronique, la mécanique qui encaisse 1 million de kilomètres. C'est un biais de comparaison classique. Un moteur 1,9 litre D produisait environ 64 chevaux. C'était un géant qui portait un sac de billes. Il mettait 18 secondes pour atteindre les 100 km/h dans un bruit de moissonneuse. Le rendement était dérisoire. Les pressions internes étaient faibles. A l'inverse, on demande au petit 1,5 litre DCI de délivrer jusqu'à 110 chevaux, avec 400 cm3 de moins. Tout en rejetant moins de CO2 qu'un jogger du dimanche. Le niveau de précision d'usinage, les tolérances au micron près et l'intégration de systèmes comme la vanne EGR ou le filtre à particules introduisent logiquement une vulnérabilité périphérique. La complexité entraîne de nouveaux points de défaillance. Pourtant, quand on dépasse ces soucis, la robustesse du bloc en fonte laisse pantois. Vraiment. Il y a cette anecdote mémorable. L'un des cas les plus emblématiques concerne un Dacia Duster de première génération utilisé au Maroc. C'est un cas d'étude réelle qui démontre la marge de sécurité hallucinante du bas moteur. Ce Duster 110 chevaux est arrivé au garage avec 490 000 km au compteur. Le propriétaire se plaignait simplement d'un fonctionnement, disons, légèrement heurté. Légèrement. À l'ouverture du capot, les mécanos ont constaté un entretien inexistant. La jauge d'huile ne révélait plus qu'un résidu visqueux. Un goudron noir, totalement dépourvu de propriétés lubrifiantes. Et le filtre à air ? Saturé par le sable des pistes marocaines, il s'était colmaté au point de ressembler à une brique de terre cuite. Dans la très grande majorité des moteurs contemporains, un tel niveau de privation d'huile et d'air aurait entraîné un serrage irréversible par fusion des pistons. Et le plus incroyable, c'est que ce moteur n'était pas mort. Non. Les mécaniciens ont procédé à un grand nettoyage, remplacé les filtres, injecté une huile neuve. Et le cœur du moteur est reparti au quart de tour. Avec un ralenti d'une stabilité bluffante. Pas de claquement suspect. Il était prêt à repartir affronter le désert. La preuve absolue de sa robustesse fondamentale. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ce moteur a accompli un exploit rarissime. Il a totalement effacé les clivages sociaux de l'automobile. La même architecture technique a propulsé la Kangoo de l'artisan et le SUV premium dans les quartiers chics. Ce qui est fascinant ici, c'est l'audace des partenariats. Surtout l'intégration du K9K chez Mercedes-Benz. Le choc des puristes de la marque à l'étoile. Payer le prix fort pour avoir le moteur du boulanger sous le capot de sa classe A. Lorsque Mercedes a développé ses nouvelles plateformes pour les classes A et B, ils avaient besoin d'un moteur diesel très compact. Développer un tout nouveau bloc uniquement pour l'entrée de gamme n'était pas rentable. Ils se sont donc tournés vers Renault. Pour sa sobriété inégalée. Évidemment, la clientèle historique a hurlé au scandale. Mais les ingénieurs allemands ne se sont pas contentés d'un simple copier-coller. Ils ont ajouté la pâte allemande. Le bloc brut a été expédié à Stuttgart où il a été rebaptisé OM607. Mercedes a redéveloppé intégralement la cartographie moteur pour modifier la courbe de couple. Ils ont aussi ajouté leur propre support moteur hydraulique pour anéantir les vibrations. Un volant moteur bimasse maison et un alternateur de leur propre conception pour un fonctionnement optimal du stop and start. Et les tests de validation ont été brutaux, je crois. Des dizaines de milliers d'heures sur les bancs d'essai. Le résultat a forcé le respect. Ce petit 1,5 litre s'est révélé être l'un des moteurs les plus fiables intégrés dans la gamme compacte de Mercedes. La Mercedes la plus fiable de la décennie ? C'est quand même ironique. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Nissan a utilisé ce moteur pour réaliser un coup de génie avec le premier Qashqai. Le moteur qui a sauvé le concept du SUV urbain, en lui donnant la sobriété d'une citadine avec la version 106 chevaux. On le retrouve vraiment partout. Dans le redoutable petit 4x4 pur et dur, le Suzuki Jimny. Pour son couple de tracteurs qui permet de grimper aux arbres. Dans la compacte premium Infiniti Q30. Et même à l'autre bout de la planète, en Inde. Ah oui, les taxis Mahindra Verito. Des véhicules qui endurent des embouteillages perpétuels, des chaleurs extrêmes et qui alignent des kilométrages dignes d'un avion de ligne. Face à un tel pédigré, pour les esprits curieux qui nous écoutent et qui regardent le marché en 2026, une analyse pratique s'impose. Faut-il craquer pour une occasion aujourd'hui ? Avec l'électrification qui gagne du terrain et le prix du carburant qui fluctue, Une voiture capable de faire 1100 km avec 50 litres,
C'est un super pouvoir aujourd'hui. Mais attention au piège. Pour notre auditoire, ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, on a dressé une petite liste de vérifications impitoyables. Le premier point non négociable, c'est l'historique d'entretien. Si on voit des vidanges tous les 30 000 km sur le carnet, on fuit. 15 000 km maximum. C'est le prérequis absolu pour s'affranchir du point de défaillance numéro 2, les coussinettes bielles. Surtout pour les modèles d'avant 2010. Il faut impérativement écouter la mécanique à froid, capot ouvert. Si on entend un cliquetis sourd et régulier, un cloc métallique émanant du bas moteur, c'est que la couche anti-friction est détruite. L'acier frotte contre l'acier. C'est la casse assurée. Troisième point vital à chercher, le goudron noir autour des injecteurs. La fameuse calamine. Signe qu'un petit joint par feu en cuivre laisse fuir les gaz. Techniquement, ça se répare, mais c'est un excellent argument pour négocier 300 € sur le prix. En synthèse, le conseil d'or pour le marché de l'occasion actuel, c'est de cibler les versions d'après 2012. L'apogée de l'espèce. Les versions énergie DCI Euro 5 ou 6. Les systèmes d'injection sont fiabilisés, la lubrification du turbo est optimisée, les coussinets ont été élargis. Le moteur a appris de ses erreurs. Mais attention, il faut fuir ce moteur si c'est pour faire 3 km par jour en ville. Un non-sens mécanique total. Les systèmes de dépollution s'encrasseront immédiatement. C'est un bloc conçu pour rouler longtemps et à charge constante. On dresse finalement le portrait d'un vrai survivant. Un bloc en fonte, bourré de bon sens, qui a symbolisé la liberté pour une génération entière. Des étudiants qui ont traversé l'Europe, des artisans qui ont lancé leur boîte. Des familles parties en vacances sans se ruiner. Si on relie ça à une vision plus globale, cela nous pousse à une réflexion majeure. À l'heure où l'industrie automobile fonce vers le tout électrique, avec des technologies propriétaires et ultra verrouillées, Où on ne peut plus rien réparer soi-même. le 1,5 litre DCI ne représente-t-il pas le champ du signe de la mécanique universelle? Une mécanique réparable au fin fond du désert par n'importe quel mécanicien? Une époque d'ingénierie partagée entre concurrents que nous ne reverrons peut-être jamais. C'est une question ouverte pour l'avenir de notre mobilité. Ça donne largement matière à réfléchir à la prochaine fois que le ronronnement d'un petit DCI résonnera à un feu rouge à côté de vous. C'est ce qui conclut cette analyse en profondeur. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau décryptage technique au cœur des sources. Et d'ici là, petit clin d'œil complice, n'oubliez pas de faire vos vidanges en temps et en heure et à très bientôt. À bientôt.